يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur L24 News. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des pros de l'éco, votre émission 100% économique. Et nous avons choisi de nous intéresser ce soir à une thématique importante de l'économie mondiale, à la fois complexe et difficile à cerner. Il s'agit de la question des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale dont le monde, en effet, jamais une pratique pourtant secrète, voire occulte, n'aura généré autant de fantasmes et fait couler autant d'encre et fait les unes des titres de la presse mondiale. Chaque année ou presque, de nouvelles révélations sont faites par des acteurs non gouvernementaux, des agents spécialisés ou des journalistes entre scandales financiers, multinationales, milliardaires et autres grands noms de la finance. Les paradis fiscaux seraient en quelque sorte l'enfant illégitime du sacro-saint secret bancaire, d'une pression fiscale sur les entreprises qui n'a cessé d'augmenter au fil des années depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais d'aucuns diront qu'il ne s'agit là que du Frankenstein de la finance mondiale et de la culture du profit, une création qui aurait échappé à son créateur en quelque sorte. Comment se créent les paradis fiscaux? Quel est leur impact réel sur l'économie mondiale? De quelle manière impacte-t-il l'économie de l'État? Et que pèse réellement l'évasion fiscale dans le monde? Comme chaque semaine, les pros de l'éco s'emparent du dossier. Alors pour débattre de ce sujet passionnant ce soir, j'aurai le plaisir justement d'accueillir sur le plateau des pros de l'éco. Souheil Meddah, vous êtes analyste financier, spécialiste en ingénierie financière. Vous êtes en direct avec nous par téléphone depuis Alger. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation, Souheil Meddah. Bonsoir et merci pour votre invitation. Je salue également vos invités qui sont avec vous et tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Vernier, vous êtes avec nous depuis Boulogne-sur-Mer dans le nord de la France. Vous êtes professeur en finance et directeur général de l'ICITCO, chercheur à l'IRIS. Vous êtes également l'auteur du livre Fraude fiscale et paradis fiscaux, paru chez Duno et qui a fait quand même beaucoup de bruit. Merci d'être avec nous également. Enfin, Nazim Sini, vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille. Vous avez l'habitude de nous accompagner sur ce genre de plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Bonjour et merci pour votre invitation, c'est toujours un plaisir. Alors, je le disais donc, paradis fiscaux, évasion fiscale, fraude fiscale, optimisation fiscale ou encore blanchiment d'argent. Mettons d'abord les points sur les i avec ce sujet signé Imen Merat avant de lancer le débat. 427 milliards de dollars par an, c'est ce que coûterait l'évasion fiscale dans le monde, soit plus de 2 fois le PIB d'un pays comme le Kazakhstan en 2022. Un chiffre qui donne le tournis, calculé par des chercheurs du réseau international Tax Justice en 2020. Mais qu'est-ce que donc l'évasion fiscale? Une pratique aux visages multiples et qui est parfois source de confusion vis-à-vis d'autres concepts financiers. La définition la plus simple de l'évasion fiscale concerne la dissimulation d'activités économiques à l'État par des citoyens et des entreprises, qui agissent ainsi afin de remettre moins d'argent qu'ils ne le devraient aux impôts. La notion de l'évasion fiscale est intimement liée à celle des paradis fiscaux, le contenant qui permet de la contenir en quelque sorte. Un paradis fiscal est ainsi défini par un ensemble de critères qui démontrent qu'un pays ou un territoire a délibérément adopté des lois et des politiques fiscales permettant à des particuliers ou à des entreprises de réduire au maximum leurs impôts dans le pays où ils sont réellement actifs. Les paradis fiscaux ont ainsi souvent, pour caractéristique commune, de proposer des avantages fiscaux à des particuliers ou à des entreprises. Un taux d'imposition très faible, voire nul.
l'absence de transparence ou encore de dispositions légales, administratives ou judiciaires qui assurent le secret. Autrement dit, si l'évasion fiscale était une chaîne, les paradis fiscaux en seraient ses premiers maillons. Les pratiques consistant à dissimuler de l'argent au fisc ou de le blanchir ne datent pas d'hier. Mais ils ont pris un tournant décisif pour l'économie mondiale à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des techniques de plus en plus sophistiquées permettent aux multinationales et aux grandes fortunes d'optimiser leurs écritures comptables dans le but de payer moins, voire pas d'impôts. Trust, société écran, filiale, holding, optimisation fiscale offensive, tout est bon pour conserver des actifs en dehors du circuit bancaire. Certains pays sont devenus des paradis fiscaux rien que pour permettre à des entreprises de bénéficier d'avantages comparatifs face à des concurrents et de pouvoir dégager plus de bénéfices avec intention de les réinvestir ou pas. C'est le cas des entreprises et mastodontes du numérique, l'exemple le plus édifiant dans ces cas de figure étant celui des GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft, 5 géants qui ont trouvé refuge dans des paradis fiscaux, notamment l'Irlande, et que personne n'arrive à mettre au pas du fisc international. Face à cette dérive, source de concurrence déloyale et de manque à gagner pour les budgets des États concernés, en Europe notamment, les pays membres de l'Union européenne ont trouvé le 15 décembre 2022 un accord pour taxer à hauteur de 15% minimum les bénéfices des multinationales réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Allez, sans plus tarder, nous allons donc lancer ce débat et on va commencer avec vous, Nazim Sini. Comment expliquer justement l'influence d'un petit pays, par exemple comme le Luxembourg, pour définir justement la notion des paradis fiscaux? Quelle définition donneriez-vous justement à ce genre de territoire qui échappe à toute loi en matière de politique fiscale? Alors, écoutez, avant de commencer à parler du Luxembourg, il faudrait juste rappeler aux téléspectateurs qu'est-ce que l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, ce sont lorsque des individus ou des entreprises délocalisent artificiellement leurs revenus ou leurs bénéfices en dehors du pays dans lequel ils ont produit cette richesse. Donc, il y a une volonté manifeste de se soustraire à l'imposition ou à la pression fiscale du pays dans lequel ils résident et surtout dans lequel ils produisent de la valeur ajoutée. Et pour revenir à votre question, fondamentalement, le Luxembourg, vous savez, a une histoire. D'abord, géographiquement, le Luxembourg est situé au cœur de l'Europe, à mi-chemin entre Paris, entre Bruxelles, pas très loin à 2 heures de Londres, pas très loin également de Berlin, et ce qui fait qu'il a toujours été considéré comme l'argentier de l'Europe. Et tous les flux financiers, depuis le XVIIe siècle, ont toujours convergé vers le Luxembourg. Donc, ils ont une véritable compétence technique et de sophistication financière qui permettent en fait de faire littéralement disparaître l'argent lorsqu'il rentre sur le territoire luxembourgeois. Et même si aujourd'hui le Luxembourg officiellement ne fait plus partie de la liste des paradis fiscaux, il continue encore à attirer massivement des financements et de l'argent de partout du monde entier, parce qu'il y a une véritable technicité et une véritable ingénierie financière. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, ce qui a lieu de rappeler, c'est que le Luxembourg n'est pas le seul. En Europe, on peut citer Malte, on peut citer Chypre, les Pays-Bas et également l'Irlande, qui, au-delà d'être des paradis fiscaux dans leur définition, ils pratiquent une politique de ce que j'appellerais moi le dumping fiscal. C'est-à-dire qu'ils vont venir appliquer des taux d'imposition extrêmement bas, voire pratiquement nuls, pour attirer massivement des capitaux, mais aussi des multinationales du monde entier qui ont pour objectif justement d'optimiser le paiement de leurs impôts. Donc ça pose un véritable problème en matière de concurrence fiscale au sein même de l'Union européenne, qui est quand même censée avoir une convergence en matière de politique commerciale, en matière de politique économique, mais aussi en matière de politique fiscale. Et aujourd'hui, ces petits pays posent un véritable problème, oui. Mais vous avez un tel lobby financier qu'il est difficile de les combattre et de les remettre sur le droit chemin. Très bien, merci donc pour cette entrée en matière, Nazim Sini. Souheil Meddah, pareil, avant d'aller plus loin dans ce débat, je vous propose de nous soumettre une définition de ce qu'est un paradis fiscal en 2023. Eh bien, pour revenir à la définition du paradis fiscal, il faudrait revenir à sa définition en matière de territoire d'un espace qui est
ouvert qui permet d'abriter et d'héberger des entités, des sociétés offshore qui sont créées par des multinationales. Ces sociétés qui passent par ces paradis fiscaux parce qu'elles trouvent l'opportunité d'avoir moins de fiscalité ou bien une fiscalité pratiquement nulle. Cette pratique qui permet aussi, surtout, à ce que ces multinationales transfèrent une partie de leurs revenus, une grosse partie de leurs revenus sous forme de rémunération affectée directement à des sociétés qui sont installées dans ces paradis fiscaux. Pour être plus précis, les États qui ont la qualité d'être des paradis fiscaux sont des États, on va dire plutôt complices avec, si le terme est juste, ils sont complices avec les multinationales qui cherchent à trouver des valeurs refuges et des espaces refuges et des espaces où ils peuvent détaxer leurs actifs et détaxer une partie de leurs revenus qui est très très importante. Le poids des pertes qui pèsent sur des pays comme les États-Unis ou bien l'espace de l'Union européenne sont très très importantes. Entre les deux, on peut les estimer pratiquement à plus de 80 milliards de dollars, dont 12 à 13 milliards de dollars qui sont auprès de l'Union européenne. Mais il faut aussi noter que au sein de l'Union européenne, déjà, il y a 4 États qui sont pratiquement considérés comme des paradis fiscaux. Vous avez l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Et la Suisse aussi, bien sûr. Bon, la Suisse un peu moins parce qu'ils ont été supprimés de la liste des paradis fiscaux, mais pour le reste des pays sont considérés de manière pas explicite, mais de manière un peu cachée. Ils permettent d'héberger à travers leur réglementation, à travers leur politique fiscale, tout en notant bien sûr que ces pratiques sont pilotées par les multinationales qui soit sont dans des domaines de la consommation de masse, donc ils font de la concurrence, on va dire un peu déloyale par rapport aux activités et au commerce et aux entités, notamment les PME qui sont installées dans les pays d'origine de ces revenus, et aussi les sociétés qui créent des franchises un peu partout pour pouvoir qui créent des franchises notamment dans ces paradis fiscaux pour pouvoir bénéficier d'un niveau imposable pratiquement nul au sein de ces pays. Et ensuite, ils transfèrent directement leurs revenus dans d'autres entités financières. Très bien, merci Souhil Meddah pour tous ces détails. Eric Vernier, également, j'aimerais avoir votre définition de ce qu'est un paradis fiscal et quelles sont les particularités justement d'un tel territoire sur le plan juridique. Alors, j'aime à rappeler qu'un paradis fiscal, souvent, n'est pas qu'un paradis fiscal. Je parle toujours de 3 paradis, en fait, dans le monde de la finance. C'est-à-dire que effectivement, un paradis fiscal est souvent un paradis fiscal stricto sensu, c'est-à-dire un territoire où on paye peu ou pas d'impôts. Et là, évidemment, vont être attirés ceux qui veulent échapper à l'impôt ou en tout cas en payer le moins possible. Alors, ça a été dit, on parle des multinationales, de certains milliardaires ou de personnes très riches. Ça peut être d'ailleurs parfois des particuliers qui ne sont pas si riches que ça. Oui. Mais le paradis fiscal, c'est aussi un paradis bancaire, c'est-à-dire un territoire en général, il ne l'est pas toujours, mais en général un paradis bancaire, c'est-à-dire un territoire où l'opacité bancaire est plus ou moins forte, c'est-à-dire qu'on pourra avoir de l'argent sur des comptes bancaires sans que personne ne le sache vraiment. Et là, ça va attirer plutôt les fraudeurs fiscaux
et les criminels. Donc là, ça devient un peu plus grave et un peu plus embêtant. Et enfin, troisième caractéristique, c'est parfois et même souvent un paradis réglementaire ou judiciaire, c'est-à-dire un territoire où on ne vous demandera pas trop ce que vous avez fait pour gagner cet argent, tant que vous ne faites rien de mal sur le territoire, on ne se posera pas trop de questions. Et donc là, évidemment, encore une fois, les fraudeurs fiscaux et les criminels seront très heureux de pouvoir rentrer sur ces territoires. Et ça, je crois que c'est très important de le rappeler parce que le paradis fiscal, ça n'est pas qu'un endroit où on va essayer de payer moins d'impôts avec les petits sourires en coin et le sport national pour certains pays. C'est souvent beaucoup plus grave que cela. Très bien, merci Éric Vernier. Nazim Sini, je reviens vers vous. Quel regard d'économiste portez-vous d'abord sur les paradis fiscaux et l'évasion fiscale en tant que phénomène économique à part entière désormais? Écoutez, c'est un phénomène très grave puisqu'il impute et il impacte les économies des pays qui en sont victimes. Je tiens à rappeler, d'ailleurs vous l'avez dit dans votre magnéto, c'est 427 milliards de dollars par an. Bon, certains analystes parlent de 450. Donc vous imaginez, c'est l'équivalent du PIB d'un pays comme l'Autriche ou comme la Norvège. C'est pour vous montrer le poids économique et financier de l'évasion fiscale. C'est aussi un phénomène qui a été généralisé par la mondialisation. Et surtout aussi par la déréglementation financière qui a eu lieu dans les années 80. Et aussi, on a du mal également à quantifier véritablement, Monsieur Vernier l'a rappelé, parce que s'il s'agissait uniquement d'évasion fiscale des profits des entreprises, ce qui est plus problématique, c'est que vous avez une telle opacité sur certaines transactions, on ne sait pas réellement la provenance des fonds. Est-ce que ce sont le fruit de narcotrafiquants, de criminels, de terroristes ou de toutes sortes de contrebandes? Et là, ça pose vraiment des questions non seulement de sécurité financière et de stabilité économique, mais aussi de sécurité nationale tout court. C'est pour ça que je pense que tous les pays qui s'adonnent à ce jeu trouble d'être des paradis fiscaux ou d'avoir une certaine opacité sur leur système bancaire doivent être combattus avec la plus grande férocité par des organisations internationales, le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne. Je pense qu'ils sont en mesure d'avoir un cadre réglementaire extrêmement rigoureux pour pouvoir faire plier ces pays qui, comme je vous l'ai dit précédemment, non seulement font du dumping fiscal, donc c'est une forme de concurrence déloyale, mais aussi mettent en danger la pérennité et le système financier international. Très bien, je reviens vers vous encore une fois, Monsieur Éric Vernier. Comment expliquer justement d'une façon simple le système de la fraude fiscale sur la base des montages financiers complexes qui sont opérés par les banques? Alors, c'est difficile d'expliquer en quelques minutes ce qu'est la fraude fiscale, mais de manière générale et rapide et synthétique, on peut dire que l'idée de la fraude fiscale, c'est de mettre en place des montages qui ne permettent pas aux autorités de remonter jusqu'à vous, soit parce que vous avez mis entre vous et les autorités qui contrôlent des strates, ce qu'on appelle notamment des sociétés écrans, qui vont finalement arrêter les autorités à un moment donné. Elles ne pourront pas aller plus loin parce qu'elles ne sauront pas ce qu'il y a derrière. Soit, et là on est plus dans l'optimisation fiscale, mais qui est souvent très très proche de la fraude fiscale, soit on passe par des montages financiers et des montages de business qui permettent justement de dégager du bénéfice là où on paye peu d'impôts, donc dans les paradis fiscaux, et on va au contraire être en déficit là où on paye de l'impôt. Et donc là, c'est notamment par ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est-à-dire qu'on va charger au maximum les sociétés qui sont dans des pays où on paye beaucoup d'impôts. Très bien. Souheil Meddah, une question toute simple. Comment un pays ou un territoire peut-il devenir un paradis fiscal du jour au lendemain comme ça? Eh bien, tout simplement à travers leur réglementation fiscale qui donne des facilités et qui devient laxiste, si j'ose dire, par rapport au volume des flux arrivant vers leur entité, qui ensuite il est distribué via plusieurs canaux bancaires. Bien sûr, ces pays-là, ils comptent bénéficier du poids de ces flux financiers
qui leur permettent de maximiser leur taxe bancaire sur ces flux, leur commission bancaire à travers ces flux, et c'est devenu un modèle économique dans ces paradis fiscaux qui n'ont pas politique budgétaire ou productrice adéquate par rapport à la demande globale. Et surtout que ces pays-là, même s'ils sont inscrits dans des groupes de pays qui sont régis par des réglementations consolidées, essaient toujours d'échapper et de couvrir leur qualité d'être paradis fiscal par des pratiques d'avantages fiscaux et pour booster l'investissement qui, de façon très pratique, des fois il n'a pas de contrepartie palpable en matière d'actifs, mais seulement il sert à héberger certaines sociétés écrans qui font uniquement des transferts et des transactions financières. Très bien, Souheil Meddah. Nazim Sini, quelle est aujourd'hui la responsabilité des banques dans la banalisation du phénomène des paradis fiscaux ? Elle est entière parce que vous savez que les banques, ce sont le réceptacle de ces fonds frauduleux, ces fonds qui échappent au contrôle des pays, ces fonds qui se soustraient au trésor public. Donc, si vous n'aviez pas des banques qui étaient complices et j'allais dire même qui ne mettraient pas en place des systèmes ingénieux pour falsifier des écritures ou cacher certaines écritures comptables, vous n'auriez pas l'abondance de paradis fiscaux et vous n'auriez pas une pérennité de ce système qui est le plus vieux au monde. Donc c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, les banques ont une responsabilité flagrante et d'ailleurs, ce sont les premiers responsables de ce phénomène, puisque non seulement elles l'encouragent, mais aussi elles co-construisent des montages financiers avec les auteurs de ces infractions. C'est pour ça qu'il est primordial que les États aussi s'attellent à mettre en place des réglementations qui soient de droit international pour contrecarrer et surtout pouvoir poursuivre pénalement ces banques. Moi, je vois... Nazim Sini, certaines banques ont été épinglées déjà, mais le phénomène continue. Exactement. Je vous donne un exemple concret sans vouloir la citer. Une grande banque européenne a fait l'objet d'une amende très lourde en Europe puisque justement, elle avait des pratiques qui étaient assimilées à de la fraude fiscale. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour moi, le véritable maillon sur lequel celui qui doit être démantelé tout simplement, c'est le système bancaire. Parce que sans la banque, il n'y aurait pas derrière de fraude fiscale. Très bien, Nazim Sini. Donc une corrélation plutôt évidente entre secret bancaire, pratique bancaire et évasion fiscale dans les paradis fiscaux. Éric Vernier, vous avez tantôt parlé de sociétés écran, mais il existe plusieurs techniques ou procédés qui permettent justement de faire de l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux. Quelles sont les méthodes les plus courantes, les plus utilisées et quelles sont les plus efficaces parmi elles, si je puis dire ? Alors, ce qu'il faut peut-être, c'est savoir exactement ce qu'on met derrière évasion fiscale. C'est un terme maintenant un petit peu fourre-tout, d'ailleurs, qui ne permet plus vraiment de comprendre de quoi on parle. Et ça n'est peut-être pas totalement anodin et involontaire de la part, je pense, des politiques. Il y a l'évasion fiscale, c'est-à-dire faire sortir de l'argent du pays. Et puis, il y a l'évasion au sens je cache, je fraude. Et donc, on est un petit peu entre les deux. L'évasion fiscale, d'ailleurs, juridiquement, n'a pas de réalité. On parle d'optimisation ou de fraude, et l'évasion, c'est un petit peu entre les deux. Alors, pour l'évasion, si on veut garder ce terme générique, on a évidemment différentes techniques et tout dépend, comme je l'ai dit, de l'origine de ces fonds. Et pour revenir d'ailleurs, pour recroiser avec ce qui a été dit,
lorsque on croise l'évasion fiscale à la corruption, on arrive à des conséquences qui sont dramatiques pour de nombreux pays. Parce que finalement, lorsque on parle d'évasion fiscale, encore une fois, ça peut être légal ou illégal. Oui. Ça, c'est une question quelquefois de regard. Mais imaginons une multinationale qui vient dans un pays, qui va voir le dirigeant, qui corrompt le dirigeant de ce pays et qui lui dit en échange des valises de billets que je vous donne, vous allez m'écrire un petit mot qui me permet de ne pas payer d'impôts dans votre pays. Oui. C'est ce qu'on appelle les rescrits fiscaux et les tax Exact. pooling. Alors ça, c'est la plus belle évasion fiscale qui puisse exister, puisque c'est une évasion fiscale tout à fait encouragée et même formalisée par les dirigeants du pays lui-même. Et là, vous voyez bien les conséquences, c'est que l'argent va repartir très facilement dans les paradis fiscaux d'un pays où finalement on a exploité les richesses, mais dans lequel on ne paiera rien. Et puis, il y aura aussi le corrompu qui, lui, va évidemment blanchir cet argent dans les mêmes territoires, c'est-à-dire les paradis fiscaux. On voit bien les conséquences pour le pays, c'est-à-dire qu'une multinationale va utiliser les ressources du pays sans rien laisser dans le pays, Oui. et puis on aura des dirigeants totalement corrompus et on connaît les conséquences. Donc vous voyez déjà, là on a une évasion fiscale qui est extrêmement efficace et qui est juste une question de jeu de pouvoir et de finalement d'attrait pour l'argent. Ensuite on a des techniques évidemment beaucoup plus sophistiqués qui vont permettre, encore une fois, par des sociétés, par des montages d'un pays à l'autre, de faire échapper l'entreprise, puisque c'est quand même les entreprises qui forment le gros du bataillon, Oui. de permettre aux entreprises d'échapper à l'impôt. Alors, prenons un exemple. Vous avez un bien qui coûte 10 à fabriquer. Vous allez le vendre neuf vers un pays, une entreprise du groupe ou une entreprise complice d'un pays où on paye peu d'impôts. Donc, Oui. vous voyez, ça me coûte 10, je vends neuf, donc j'ai des pertes, donc je ne paierai pas d'impôts. Ça arrive donc dans le paradis fiscal, dans cette entreprise où j'ai acheté le bien à neuf. Je vais le vendre 100 dans un autre pays, par exemple la France ou l'Algérie. Là, on a un bénéfice de 91, donc un bénéfice énorme, mais comme ça sort d'un paradis fiscal, dans ce pays, on ne paye pas d'impôts, donc impôt zéro. Et puis, dans le pays d'accueil, donc France ou Algérie, par exemple, Oui. on a acheté le bien 100, on va le revendre 99, Exact. donc à perte. Et on ne paiera pas d'impôts. Donc voilà comment, par un processus tout à fait, j'ai envie de dire, légal, alors évidemment, après, on peut avoir des formes de sociétés particulières qui permet encore d'accentuer le montage. Je pense pour les spécialistes au sandwich irlandais. Oui, le sandwich irlandais, fameux voilà. sandwich irlandais, oui. Voilà. Qui consiste à créer des Le filiales, double dont des irlandais, filiales, sandwich voilà. hollandais. Pardon, donc sandwich hollandais et double irlandais, puisque ça, c'est des montages classiques. En effet. Mais voilà, la logique est toujours de ce côté-là, c'est-à-dire je vais dégager du bénéfice dans les paradis fiscaux et je vais surtout plomber les sociétés qui sont dans des pays fortement taxés. Pour exemple, vous connaissez tous, c'est connu mondialement, Starbucks ou McDo, eh bien, c'est deux sociétés qui en France ne payent pas d'impôts. Alors, elles ne sont pas les seules, justement, beaucoup d'autres entreprises, notamment les GAFAM, et on va en parler. J'espère qu'on aura le temps, justement, de parler des GAFAM, du cas des GAFAM et du numérique, justement, avec vous, Monsieur Vernier. Souheil Meddah, en attendant, la lutte contre l'évasion fiscale constitue l'un des points focaux auxquels la gouvernance mondiale dit vouloir faire face. Pourtant, très peu d'actions concrètes sont mises en place au niveau gouvernemental dans le monde. Et pire, parfois, justement, certains pays donnent l'impression de protéger les fraudeurs à travers certaines lois ou certains mécanismes financiers. Je cite comme ça, justement, par exemple, le fameux verrou de Bercy qui était en vigueur en France. Est-ce que cela nous échappe-t-il pas, au fond, justement, car il en va de la pérennité du système bancaire et financier international ? Oui, tout dépend des acteurs qui sont impliqués directement pour contester ou bien pour demander des comptes et des réparations sur les investissements qui sont installés et qui vendent des services, vendent de la consommation, plutôt captent de la consommation dans certains pays, comme vous venez de citer la France. Et d'autre part, il laisse passer
des axes de transfert de volume de flux très très importants dans d'autres pays. Donc pour le verrou de Bercy, il était bien sûr indiqué que l'institution qui était en charge de faire de déposer une plainte contre tel ou tel opérateur, si elle ne réagit pas et elle n'engage pas de poursuite, le marché lui-même qui est le premier à être touché par cette pratique, et le secteur bancaire aussi très très important avec le poids de la fiscalité et le manque de revenus en matière de fiscalité seront tenus comme otages de ce laxisme, si j'ose dire, ou bien de ce laisser passer pour les investisseurs qui sont les investissements, notamment des multinationales qui, d'une part, s'impliquent ou bien viennent s'installer dans des pays pour offrir de la consommation, et d'autre part cherchent ou bien trouvent les moyens de faire du transfert et de créer de la charge via leurs propres sociétés qui sont ailleurs. Donc l'institution qui peut faire des contrôles et qui a le droit de déposer plainte contre ces sociétés sur un plan international dans certains cas, elle ferme les yeux et elle laisse passer. C'est pour ça que je viens vers la consolidation qui est très importante. La réglementation d'un seul pays contre ou bien face à un phénomène qui est mondial ne peut pas mettre tout son poids pour donner des résultats palpables. Il faudrait que cette réglementation soit une réglementation supranationale, par exemple pour des pays qui sont dans des zones bien précises, et tout en restant connectés sur les autres espaces qui sont très éparpillés sur le plan géographique. Et cela sans oublier que ça fait partie des effets de la mondialisation et du poids des multinationales qui imposent leurs règles, parce que non seulement il y a l'aspect de la défiscalisation et du manque à gagner, mais aussi du poids de ces multinationales qui demain peuvent stopper ou bien peuvent interrompre tout un processus d'approvisionnement pour le compte des populations. Et ça fait partie, c'est l'un des éléments qui fait craigner beaucoup d'États et beaucoup de gouvernements par rapport à une réaction de masse, à une réaction directe. Oui, très bien, monsieur Meddah. Éric Vernier, avant de vous poser cette fameuse question justement sur le système numérique, j'aimerais d'abord vous poser une autre question. Alors, comment expliquer, il existe une corrélation entre l'évasion fiscale et manque à gagner budgétaire au niveau international. Pensez-vous justement que résorber cette masse financière qui échappe à l'impôt dans le monde puisse offrir des alternatives en matière d'explosion de dette publique ? Oui, alors, vous avez donné le chiffre de 427 milliards. Il a été d'ailleurs rappelé par un des intervenants que ça ne concernait que l'évasion fiscale. C'est un chiffre qui est évidemment sous-estimé puisque, comme ça a été dit aussi, il est très difficile de mesurer exactement le poids de cette évasion fiscale. Et si vous ajoutez la fraude fiscale et tous les aspects criminels autour de ces questions, on est très largement au-dessus. Pour donner un chiffre, si je prends le PIB des activités criminelles, c'est 2500 milliards de dollars. Et une grosse partie de ces sommes vont passer par des opérations de blanchiment qui passent par ces paradis fiscaux et qui évidemment échappent à tous les radars.
Oui. Alors cet argent ressort, c'est là où certains y voient un intérêt, c'est-à-dire que même l'argent du crime va ressortir à un moment donné et va peut-être parfois être taxé, mais en tout cas, ces paradis fiscaux permettent à cet argent de s'épanouir et tout le danger aussi est là. Hein. Ça n'est pas uniquement dans le manque à gagner financier, c'est aussi dans le coût social de la criminalité qui se développe grâce à ces territoires. Alors évidemment, ces sommes sont considérables. Si je prends la France, l'évasion et la fraude fiscale, donc je mets de côté l'optimisation fiscale, hein, donc on est plutôt sur le côté frauduleux, fraude fiscale et sociale, on est aujourd'hui aux alentours de 120 milliards d'euros par an de pertes pour l'État. Oui. 120 milliards, ça représente un quart du budget de la France, donc 7e puissance mondiale, qui perd un quart de son budget. Donc on voit immédiatement l'impact sur la société, donc sur son développement économique et sur son équilibre économique. Et en ce moment, on voit bien toutes les difficultés pour les Français à vivre la situation actuelle. Mais si je prends d'autres pays qui sont moins en avance sur le plan économique, c'est encore bien pire, puisqu'ils subissent les mêmes dangers, mais avec une économie, un socle qui est bien plus fragile et qui va être fragilisé d'autant plus par ces comportements et ces pratiques d'évasion et de fraude fiscale. Très bien. Et encore une fois, si vous prenez certains pays où la moitié, je peux prendre hein, en Afrique par exemple, dans le Maghreb, on estime qu'en Tunisie, à peu près la moitié du PIB, c'est de l'économie souterraine. Oui. Donc ça fait fonctionner le pays et là il y a de nombreux pays dans ce cas-là dans le monde, ça fait fonctionner le pays, mais à côté vous n'avez pas justement la taxation qui permettrait de construire les ponts, de construire les écoles. Exactement. Et de payer de quoi financer le budget. Et donc on a effectivement un impact qui est extrêmement délétère pour l'ensemble des pays, qu'ils soient des pays développés économiquement ou que ce soit des pays à l'économie fragile. Très bien, j'en viens justement, Monsieur Vernier, je reste avec vous et j'en viens à cette fameuse question justement de la technologie et du numérique qui rend plus complexes les techniques utilisées par les fraudeurs. L'on est désormais loin de l'image fantasmagorique des valises de billets et des coffres qui circulent et transitent au niveau des banques suisses par exemple, car le droit fiscal ne prévoit rien pour les actifs numérisés. Comment appréhender cette problématique selon vous ? Alors là, ça devient effectivement très compliqué. Alors je voudrais quand même dire auparavant que les valises de billets existent encore. Hein. Oui. On a tendance à dire qu'on est passé à autre chose, mais non, on a encore des porteurs de valises et d'ailleurs on en arrête souvent à la frontière et parfois des gens très connus et certains dirigeants de certains pays. Pour le numérique, on a effectivement une énorme difficulté, c'est qu'on a souvent du mal à savoir quelle est l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire sur quoi va se baser la taxation. Effectivement, si vous prenez Google ou Facebook, quelle est la base de l'imposition ? Est-ce que on va se baser sur la publicité ? Est-ce qu'on va se baser sur ce qui a été vendu sur la plateforme ? Est-ce qu'on va se baser sur tel ou tel produit numérique qui va digitaliser, qui va être mis en place. Donc on a cette difficulté et ensuite on a la difficulté du pays de taxation puisque si je suis en Algérie, que je vais sur Google pour une pub américaine pour un magasin qui lui est basé en France sur lequel je vais pouvoir acheter en ligne, comment va-t-on s'occuper de tout ça et qui va taxer quoi et comment et qui. Donc toute la difficulté est à ce niveau-là, c'est vraiment une question d'assiette et de territoire. Et donc, la réponse, aujourd'hui, personne ne l'a. Alors, il y a quelques mouvements et quelques soubresauts, notamment l'impôt mondial de 15%, mais qui est déjà contourné. D'ailleurs, on en parle très peu aujourd'hui. Hein. Ça a fait un peu pchit parce qu'on n'en parle plus beaucoup. Et pourquoi n'en parle-t-on plus beaucoup ? Parce que, on le savait d'ailleurs, on était quelques-uns à le dire avant, c'est qu'il y a déjà des moyens de contourner tout cela. Et puis, l'application, ce sera au bon vouloir de chacun. Très bien. Donc on a
On a une véritable difficulté et la réponse ne peut être évidemment que mondiale. Donc avec une nouvelle vision de ce qu'est l'impôt, comme j'ai l'habitude de dire, on a dans l'ensemble des pays une imposition qui est basée sur des systèmes qui ont à peu près un siècle face à une économie qui est ultra moderne et qui va très vite. Très bien, merci Éric Vernier d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également, Nazim Sini, Souhil Meddah. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous par téléphone. Merci, chers téléspectateurs. Le temps qui nous était imparti est désormais terminé. C'est la fin des Pros de l'écho. Je vous donne rendez-vous néanmoins dès la semaine prochaine. Restez fidèles à L24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.